Alors d'abord, oui, vous parlez un peu du SAMU. Avant de parler de l'infarctus, le SAMU, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le service d'aide médicale d'urgence. En fait, c'est un système pour la prise en charge des patients, en général pour les formes graves. C'est typiquement français. Pour contacter le SAMU, c'est le 15 ou le 112 en Europe. Il faut bien voir que le SAMU, c'est pas que les petits camions qui font du bruit et qui vous réveillent la nuit. C'est toute une série de choses. C'est des soins, bien sûr, de ces petits camions, mais c'est aussi une organisation des transports et c'est une organisation de l'admission à l'hôpital. C'est ce qu'on appelle la régulation. La régulation, donc un SAMU, grosso modo, il y a un SAMU par département, donc on peut compter à peu près 105 SAMU en France métropolitaine et outre-mer, donc un par département, avec la photo que vous avez là, eh bien la régulation, c'est-à-dire quand vous faites le 15, eh bien, vous tombez sur des permanenciers, des médecins, tout un système de régulation. Et puis pour que ça marche, dans ces départements, eh bien, les antennes et les bras du SAMU, ce sont les SMUR qui sont répartis sur le département. Alors à Paris, c'est sur la ville de Paris. Donc en général, il y a entre 3 et 5 SMUR par département, ce qui donne à peu près 400 SMUR en France. Toc, toc, toc. Il faut voir que la France, et c'est l'OMS, c'est pas moi qui le dis, en 2001, le premier système de santé en France, parce qu'il y a un médecin qui, tout au départ, à l'appel du patient, va déjà trier, va au moment de l'appel réceptionner, voir si c'est une détresse, et puis pouvoir répondre. Et puis sur place, quand le SMUR va être envoyé, c'est aussi un médecin qui va traiter. Et donc c'est vraiment typiquement français. Dans les autres pays anglo-saxons, ça ne se passe pas comme ça. Donc la régulation médicale, c'est pour limiter l'envoi en fait de forces vives, de camions de SAMU, et répartir de façon correcte les réponses. Alors les réponses, qui d'abord, avant de répondre, qui appelle le SAMU? Tout le monde peut appeler le SAMU. Tout le monde peut appeler le SAMU, que ce soit le public, bien sûr, mais ça peut être aussi des médecins, des infirmiers, des ambulanciers. C'est un numéro qui est public, qui est gratuit d'ailleurs, et on peut même l'appeler avec des portables qui sont bloqués. La réponse, c'est donc la régulation médicale. C'est un médecin qui va décider, aidé bien sûr d'armes, d'assistants de régulation médicale, et ça peut aller du conseil médical, avec des médecins maintenant même qui vont donner ce qu'on appelle la permanence des soins, des conseils de généralistes, mais aussi ça peut être l'envoi d'un médecin généraliste, d'un secouriste, d'ambulance, et au maximum d'une unité mobile hospitalière, un SMUR. Dans un camion de SAMU, dans un SMUR, donc, qui sont les bras du SAMU, eh bien, vous avez quasiment une petite unité de réanimation avec des moyens diagnostiques, électrocardiogramme, saturation, TCO2, et puis des médicaments, possibilité de faire un monitoring, et puis depuis à peu près 2000, un mini-laboratoire pour faire des analyses. On a aussi des appareils pour respirer, pour faire de la VNI ou de la CPAP, la pression invasive, et on a même des échographes. Voilà, c'est une petite image de petits appareils qui existent sur le marché, qui font donc une analyse de iono, gaz du sang, et même, on va voir plus tard, la troponine en 10 à 15 minutes. Au niveau des appels, il faut voir qu'à Paris, il y a à peu près 2 millions d'appels avec un centre de régulation, 12 équipes de SMUR, donc dans Paris, 12 équipes, dont 2 pédiatriques, et puis on est aidé par 3 véhicules des pompiers qui sont équipés comme des SMUR, donc ça fait, vous voyez, 15 camions de SAMU dans Paris, mais bon, c'est Paris où effectivement il y a le plus de SMUR. En Ile-de-France, vous avez 7 centres de régulation avec tous les départements, et donc ce qui donne à peu près 51 équipes SMUR en Ile-de-France. Les réponses aux appels du 15 en 2019, on a eu presque 1 912 000 appels et 200 000 prises en charge. Et vous voyez à peu près 330 000 problèmes cardiaques avec 27 000 interventions SAMU. Bon, en fait, pour avoir une idée, par jour, au SAMU de Paris, on a 2500 appels. Évidemment, on ne va pas envoyer un camion sur ces 2500 appels. Alors, autre que cardiologie, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez que la cardiologie, c'est quasiment entre 30 et 40% des interventions SAMU. Et puis, on a aussi quand même de la pneumologie, on a de la traumatologie. Alors, un Paris peut-être un petit peu moins qu'à la campagne. Ça, c'est pour que vous ayez une idée.
Parlons maintenant de l'infarctus quand même, donc appel pour douleur thoracique. On a à peu près entre 150 000 et 200 000 nouveaux cas par an. Et je vous ai dit, c'est maintenant autour de 40% de l'activité des SMUR. Et pourquoi ? Eh bien pourquoi je pense que c'est bien utile d'avoir les SMUR, y compris les USIC. Eh bien, je vous ai mis ici la mortalité de l'infarctus dans les années 60. Les années 60, M. Grosgoja, vous vous rappelez sûrement, 30% de mortalité. Quand on est en 1980, on ne savait toujours pas déboucher les artères, mais grâce aux USIC qui sont arrivés dans les années 60-70 et aux SAMU qui sont arrivés aussi dans les années 70, eh bien on a pu réduire la mortalité de 50%. On est arrivé à 15%. On ne savait toujours pas déboucher les artères. Maintenant, eh bien, on est autour de 5%. Bon, tout dépend si c'est des études ou si on prend tous les patients. Alors pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que l'infarctus, entre 15 et 20% des infarctus fibrillent dans la première heure. Et s'il n'y a pas un défibrillateur à côté, eh bien c'est perdu. Donc là, le traitement, c'est bien sûr le choc électrique. Maintenant, avec les recommandations plutôt, pas avec des palettes, mais avec des patchs. Et malheureusement, à l'heure où je vous parle, eh bien, l'arrivée en USIC ou salle de cathé de ces infarctus, eh bien, c'est encore à 60% avec le bon chemin, c'est-à-dire que le médecin ou le cardiologue ou le 15 lui-même fait le diagnostic et transporte le patient en unité de soins intensifs. Mais il y a encore 40 patients qui vont arriver sur leurs pieds ou en ambulance aux urgences et puis qui seront bien sûr pris en charge, mais qui vont mettre du temps pour arriver en USIC. Donc il y a quand même encore du travail à faire d'information. Alors le patient, quand on arrive au domicile, parce que le régulateur a considéré que c'était potentiellement un infarctus, l'équipe arrive et l'équipe va en faire le diagnostic. Comment fait-il le diagnostic ? Avec tout simplement l'électrocardiogramme qui est fait et qui, dans 80% des fois, va faire le diagnostic d'infarctus du myocarde. 80, c'est pas 100%. Si le patient a plus de 3 heures de douleur, le SAMU peut être amené à faire les marqueurs cardiaques. Et puis, sinon, il sera obligé d'emmener le patient en cardiologie pour faire le diagnostic. Les marqueurs cardiaques, on sait très bien que ça commence pas tout de suite, au moment de l'artère bouchée. La myoglobine qui n'est pas très spécifique, la troponine, un peu plus tard, au bout de 3-4 heures. On parlera de l'ultrasensible sûrement un peu plus tard. Dans les camions de SAMU, on a la troponine normale, avec une élévation au bout de la 4e heure uniquement. Donc on ne fait pas de troponine en SAMU quand le patient n'a pas plus de 4 heures de douleur. Le petit appareil étant celui-là ou un autre qui s'appelle iStat. Alors, la prise en charge du patient, vous voyez qu'il y a même eu ses dérivations droites. Il est perfusé. On va faire toute une série d'analyses. Et puis, on va rouvrir l'artère. On rouvre l'artère. 2 façons d'ouvrir l'artère, ou la fibrinolyse, ou l'angioplastie, vous savez bien. Et c'est donc ce qui a modifié d'ailleurs notre dénomination. On n'appelle plus ça un infarctus normalement. On ne devrait plus en urgence. Parce que vous bouchez votre artère, avant les années 80, elle était bouchée de toute façon. Vous alliez faire un infarctus. Donc on pouvait dire, voilà, vous faites un infarctus. Mais maintenant, si on la débouche, ça peut être un infarctus. Donc maintenant, on a plutôt tendance à parler en urgence de syndrome coronarien aigu, ST+, si évidemment le CG montre un sus-décalage, ou non ST+. Et dans les années 80, il y a eu la thrombolyse. Et on s'est aperçu avec toutes ces études en jaune que plus on thrombolysait les patients rapidement, plus on jouait sur la réduction de la mortalité. Et à 24 heures, on s'est aperçu que la thrombolyse n'avait plus d'effet. Et des méta-analyses nous ont montré rapidement qu'il valait mieux faire la thrombolyse dans le camion du SAMU que de la faire à l'hôpital après avoir transporté le patient. Alors, à une certaine époque, on a eu un petit peu de soucis avec les cardiologues qui n'étaient pas très contents qu'on fasse la thrombolyse dans les camions de SAMU, mais les méta-analyses montraient qu'il fallait la faire rapidement. Et donc, de 85 à 95, la bonne stratégie, ça a été la thrombolyse en préhospitalier, dans les camions du SAMU ou au domicile. Et au SAMU de Paris, vous voyez que à partir de 87, on a toutes ces thrombolyses-là. L'étude Gusto empêche d'en faire plus puisque c'est rentré dans l'étude. Et puis patatrac, en 95, on ne fait plus de thrombolyse. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus d'argent ? Non, pas du tout. Parce que y a l'étude PAMI qui arrive et qui montre que l'angioplastie, ça met le feu aux poudres, c'est aussi une façon de rouvrir l'artère, mais ça vous le savez. Et donc on va à ce moment-là avoir les 2 possibilités.
faire l'angioplastie ou faire la thrombolyse. Alors le souci, c'est quand est-ce qu'on fait la thrombolyse, quand est-ce qu'on fait l'angioplastie. À l'hôpital, on est sûr qu'il faut faire l'angioplastie plutôt que la thrombolyse, ça, il n'y a pas de souci. Mais dans les camions du SAMU, c'est plusieurs heures avant, et qu'est-ce qu'on fait? Et alors on s'est dit, il n'y a qu'à faire la thrombolyse, puis amener le patient en salle de cathé pour faire l'angioplastie. Eh bien, c'est une Ascent 4 qui, à une époque, nous a dit qu'il ne fallait surtout pas faire ça, c'était pas la peine. Et donc, les recommandations depuis plusieurs années, 2012, ensuite 2017, nous disent que, en fonction du premier contact médical, eh bien, on fait le diagnostic en 10 minutes et, eh bien, si on a la possibilité d'aller faire l'angioplastie dans les 2 heures, 120 minutes, il faut aller faire l'angioplastie. Sinon, eh bien, c'est préférable de faire la thrombolyse dans les 30 minutes. Donc on a là un délai de décision. On est au lit du malade, on est à Paris, c'est sûr qu'on va en angioplastie, mais on est au fin fond de la Corrèze, on a peut-être plus de 2 heures à mettre, et là, dans ces cas-là, il faut faire une thrombolyse. Alors le délai de décision, c'est 2 heures, mais le délai cible, bien sûr, il est beaucoup plus court. Il faut essayer de faire ça le plus rapidement possible. Et pour résumer toutes les études depuis 1985, où on a commencé à déboucher les artères, on a fait la thrombolyse préhospitalière. Ensuite, on s'est aperçu qu'il fallait faire la thrombolyse préhospitalière ou l'angioplastie, et pas en même temps. Et qu'il fallait faire la thrombolyse si on était dans les premières heures et qu'on avait du temps pour aller en salle de cathé. Et puis ensuite, on s'est demandé quel traitement faire, quel traitement pour faciliter cette angioplastie, et toutes ces études en jaune, eh bien, nous font faire maintenant, à partir depuis l'année 2000 à peu près, et en 2019, eh bien, faciliter l'angioplastie, c'est faire 3 injections, une perfusion et quelques comprimés. Le traitement angioplastique en SMUR, le traitement antithrombotique en SMUR, eh bien, ça va être de l'aspirine, du prasugrel ou du ticagrelor, du Lovenox et pourquoi pas de temps en temps, pour certains patients, des anti-GP2B3A. Ça, c'est pour l'angioplastie. Pour la thrombolyse, ça va être de l'aspirine, du Plavix et du Lovenox. C'est ce qu'on avait avec Gilles en 2000 déjà. C'est un algorithme qu'on avait. Alors, on a changé quand même. C'est plus 500 mg, mais c'est 250 mg. Et c'est ce qu'on faisait. Pour terminer, j'ai des belles images de notre collègue pour montrer que un caillot qui est dans les premières heures avec des facilités avec l'aspirine et avec les anti-GP3A, il est comme ça, il n'y a que des plaquettes, et puis quand la fibrine est là, eh bien c'est un petit peu comme du ciment autour de briques, on ne peut plus rien faire. En conclusion, je dirais que le système français SAMU, avec sa régulation médicale et son traitement sur place, avec les SMUR, est un des systèmes les plus efficaces dans le monde. Donc, il ne faut pas le détruire. Il y a des gens qui essaient de le détruire, il y a des gens qui voudraient nous voir disparaître. Et donc, je milite pour qu'on le protège. Et je vous remercie. Patrick, Paris est devenu il y a longtemps une ville d'angioplastie primaire. Il n'y a plus de thrombolyse. Et pourtant, on voit des délais encore incroyables, en particulier sur les transferts secondaires, et qui nous ennuient beaucoup. On peut donner des exemples sur nos hôpitaux référents, Saint-Antoine, Kremlin-Bicêtre, Tenon, qui sont des délais de thrombolyse. Or, il n'y a pas de thrombolyse de fait, et donc il y a des pertes de chance pour ces patients. Oui, alors là, tu parles donc au niveau des transports SAMU, il y a des interventions primaires où le SAMU il sort de l'hôpital, il va au domicile des gens, puis il y a des transports secondaires. Les gens sont arrivés, alors déjà, ils ne sont pas sûrement appelés le SAMU, ou ils sont arrivés directement à l'hôpital. À l'hôpital, il y a eu le diagnostic de fait, mais bien, il y a énormément de monde, et peut-être que la personne ne sait pas tout de suite, on n'a pas diagnostiqué tout de suite, et il y a un temps qui va se passer avant qu'effectivement on se dise qu'il faut que ce patient passe en salle de cathé. Alors nous, au niveau du SAMU, il y a une dizaine d'années, effectivement, on considérait que c'est secondaire, parce que c'est des transports secondaires d'un hôpital à un autre, c'était moins urgent, on considérait, parce que les patients étaient cadrés à l'hôpital. Par contre, pour ces SCA-ST+, qui arrivent aux urgences, on considère que c'est des primaires. On appelle ça des primo-secondaires. Quand un service d'urgence nous appelle en disant « voilà, j'ai un infarctus, j'ai un ST+, il faut l'emmener en salle de cathé », eh bien, ça, c'est considéré comme un accident, comme un arrêt cardiaque sur la voie publique, et on envoie tout de suite un camion. Le problème, c'est avant. C'est le diagnostic, il faut qu'il soit fait avant, dans les services, et il faut qu'on soit appelé. Si on n'est pas appelé, on ne peut pas venir.
Oui, mais nous, on a les coups de fil vraiment très longtemps avant de voir le malade. C'est pas du tout les délais des primaires. Tu vois, il y a quand même... Et on parlera tout à l'heure des transports intra-hospitaliers, mais c'est pareil, on a encore des soucis avec les transports intra-hospitaliers. Nous, quand on a un appel pour un CAST+, qui doit aller en salle de caté, c'est un primaire. Johan, on avait publié nos délais. Ouais. Vas-y. C'est vrai qu'on avait publié nos délais, c'est vrai que les patients qui arrivent dans le circuit urgence, il y a deux choses déjà. Il y a ce que tu n'as pas parlé, c'est tout le temps de présentation du patient jusqu'au jour où il arrive dans les mains d'un docteur, que ce soit l'appel du SAMU avec le CG ou quand il arrive avec l'urgentiste. Ça, c'est un délai qui n'a pas bougé depuis 40 ans, c'est-à-dire qu'il est encore très long. Et les gens qui vont aux urgences, dans le mauvais circuit, ont ce délai qui est encore plus allongé. Soit parce qu'ils tolèrent plus longtemps la douleur, soit qu'ils arrivent au mauvais endroit. En tout cas, ils vont arriver dans les pattes d'un médecin beaucoup plus tard que s'ils appelaient le SAMU. Et l'autre chose qu'on a vu, c'est que le temps dépendant du système de santé, donc de la prise en charge SAMU, était quand même plus long chez ces patients-là. Donc en fait, plus ils arrivent tardivement et plus ils sont transférés, ils prennent du temps pour être transférés. Alors que le primaire, ça va plus vite dans tous les cas, par rapport aux patients et par rapport à la prise en charge. Donc c'est vrai que quand... Il faut faire de la thrombolyse dans les urgences. Et c'est vrai que les délais sont... L'infarctus antérieur du sujet jeune qui arrive à Saint-Antoine, à Thonon, au KB, on a des délais qui sont épais. Il faut le reperfuser parce qu'il va prendre 2 heures ou 3 heures pour arriver. Mais non, il ne faut pas qu'il prenne 3 heures. C'est une erreur. Enfin, je suis désolé, faire de la thrombolyse à Paris, à Saint-Antoine, c'est une erreur. Mais je pense très franchement, je répète encore ce que je viens de dire, quand on a un appel d'un service d'urgence sur Saint-Antoine, Thonon, ça pourrait être cochon, parce qu'il y a un SAST+, eh bien, on envoie un camion dans les 5 minutes. Non, c'est pas les délais qu'on voit. C'est pas les délais qu'on voit. Mais c'est pourtant, je régule toutes les semaines. Je peux t'assurer que c'est ça. Alors, il y a quelque chose où il y a peut-être pas d'appel. On va lié au fait que le système fait que l'urgentiste de Saint-Antoine ou du KB qui voit l'infarctus appelle d'abord le cardiologue plutôt que d'appeler tout de suite le SAMU. Ça, t'as sûrement raison. Il y a ça aussi. Ça joue. Mais une fois que tu es appelé, normalement, tout le monde est appelé dans les 5 minutes. Et n'empêche que les cathétériseurs, à 2h du mat, ils se pointent là et ils sont le cul sur une chaise à se dire « Mais que fait le malade ?» Tu vois, je l'ai vécu suffisamment longtemps et ça continue d'être comme ça. Nassim, il s'est planqué là-haut, mais il ne veut rien dire, mais je n'en pense pas moins. Il y a des sièges en bas. Est-ce qu'il y a des questions pour Patrick encore ? Bon. Il y a Pierre qui a une question. Pierre, oui. Pas une question, c'est juste pour rebondir sur ce que vous disiez. Je crois que c'est un vrai message à faire passer, parce que, alors, effectivement, il faudrait regarder clairement les délais, faire une étude un peu systématique. Je pense qu'un urgentiste parisien, aucun d'entre nous n'a plus aucune expérience de la thrombolyse, parce qu'effectivement, on ne le fait pas, parce qu'on a des délais courts. Alors ici, forcément, on est à côté de vous, mais on peut imaginer qu'il y a des délais d'intervention qui sont, des délais de transport qui soient longs pour X raisons. Et dans ces cas-là, il y a peut-être effectivement l'indication à refaire la thrombolyse. Il ne faut pas oublier que le risque d'hémorragie d'un sujet jeune avec un infarctus antérieur, il est très bas. Ce n'est pas eux qui saignent dans la tête. C'est pas eux. Mais plutôt que le laisser stationner 2 heures dans un service d'urgence... Mais non, mais il ne faut pas le laisser stationner 2 heures. C'est ce qui se passe. Et je pense que tu dis ça doit... Mais ça arrive. Le pourcentage, j'aimerais bien que vous me disiez le pourcentage. C'est pas souvent. Franchement, à la régulation, j'y suis toutes les semaines. On a souvent des appels et on envoie un camion dès qu'on sait que c'est un STS et plus. Non, et après, il faut se mettre à la place de l'urgentiste. C'est un délai qui n'est pas prévisible. C'est-à-dire que quand on appelle le SAMU, il ne sait pas en combien de temps il va être pris en charge, arriver et repartir sur place. Donc on ne peut pas dire il va... Et je dirais que c'est plus rapide qu'un primaire. Quand on arrive à Saint-Antoine, parce qu'on vient de nous dire il y a un CAST+, on a notre timing. On arrive à Saint-Antoine, le malade il est déjà perfusé, on le prend en charge et on l'amène. Je pense que c'est plus rapide. Je pense que s'il y a des délais, c'est qu'effectivement, il y a entre peut-être les urgences et le SAMU, il n'y a pas eu un contact aussi rapide. Mais encore une fois, je ne vous mens pas, nous, on sait très bien maintenant depuis plusieurs années que le CAST+, il faut se dépêcher.